BFM Business. Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et ce Club de la Bourse avec Sébastien Lemonnier et Michel Juvet. Bonjour messieurs. Bonjour. Sébastien Lemonnier, gérant chez Mansartis, et Michel Juvet, associé chez Bordier et compagnie. Pour le moment, on le disait, on va mettre fin à une série de 6 hausses consécutives sur l'indice. Il fallait bien qu'on respire un moment, Sébastien, c'est ça ? Oui, surtout que tout le monde était très paniqué des mouvements de baisse suite à ce qui s'était passé sur l'été. Nous, finalement, on est plutôt rassurés parce on a décidé de pas lâcher. On a toujours un certain optimisme sur les actions dans sa globalité, avec un biais clairement sur les actions européennes, compte tenu des valorisations et compte tenu d'une défiance que je trouve toujours trop importante, et notamment dans les valorisations, c'est les valeurs cycliques. Il y a des valeurs de qualité qui, je trouve, peut-être se payent suffisamment cher, on va dire. Mais moi, aujourd'hui, je trouve beaucoup plus d'intérêt sur des valeurs cycliques, parfois domestiques, qui peuvent être liées à la construction. On a eu aussi le scandale Volkswagen qui a, à mon avis, créé des belles opportunités avec des jolies surprises à venir dans certaines valeurs automobiles, que ce soit des distributeurs, que ce soit des équipementiers. Donc, je pense par contre que plus que jamais, il faut être assez sélectif. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ait un petit peu moins de bruit de marché sur des généralités qui sont toujours un petit peu trop larges, justement, et que la période de publication de résultats dans laquelle on va pouvoir rentrer va être justement l'heure de vérité pour les gérants qui ont bien fait leur travail. On va essayer d'illustrer au cours de ces prochaines minutes avec vous, notamment Sébastien, ces quelques idées qu'on peut avoir en parcourant la cote. Michel Juvet, quand on regarde effectivement ces marchés, ils étaient focalisés sur la macro, sur les banques centrales, mais ça l'est encore. On a un beige book dans quelques heures, on a ces déclarations de Mario Draghi. Enfin, on reste quand même très, très banque centrale dépendant. On est très macro dépendant aujourd'hui, et c'est vrai que on a un peu l'impression des fois que ces marchés regardent par le trou de la serrure, ils se focalisent sur un seul point, et ils oublient de regarder ce qu'il y a dans toute la pièce. Et puis quand d'un seul coup ils en trouvent la porte, ils font ah. Et c'est positif. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas quand ils ont ouvert la porte chinoise cet été. Ils n'ont pas forcément compris, ou ils ont compris avec retard ce qui se passait. Je crois qu'on peut regarder les choses différemment aujourd'hui. Mais ceci dit, la semaine qui vient est importante sur la Chine, parce qu'on va avoir beaucoup de statistiques qui vont nous dire si effectivement c'est plus grave que prévu ou pas. C'est vrai que c'est grave, que la croissance ralentit fortement, mais c'est vrai qu'il y a des sources d'espoir importantes. Ils ont des moyens financiers importants. Il y a une politique monétaire qui va se détendre, il n'y a pas de doute. Il y a une politique budgétaire qui a commencé de se mettre en place, et donc il y a beaucoup de choses qui donnent de l'assurance sur cette économie. On va pas avoir un crash en Chine, on va avoir une forte ralentissement qui va durer. En préparant cet entretien, vous m'avez dit il y a quelque chose avec toute la politique anticorruption, et qui finalement peut expliquer tout partie des troubles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous venez me parler de lutte contre la corruption dans ce ralentissement de la conjoncture, dans peut-être les atermoiements qu'il y a eu au plus haut sommet de l'État en Chine cet été? Parce qu'il se passe en Chine ce qui se passe dans n'importe quel pays, qu'il soit démocratique ou pas, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir politique a subi des pressions. Et aujourd'hui, on a un président chinois qui a essayé de faire le vide autour de lui pour lutter contre la corruption, et il a perdu des canaux de transmission du pouvoir parce qu'il n'a pas réussi à remplacer. Ça patine. Alors ça patine, et pire, ceux qui se sont fait mettre éjectés, ils ont envie de résister, et donc ils seraient tout contents en fait que ce président échoue dans sa politique économique. Mais le président n'est pas si bête, il sait qu'il a des moyens financiers, donc il va jouer sur ces deux éléments, restructurer profondément l'économie chinoise pour aller dans la bonne direction, axée sur la consommation, puis en même temps trouver un petit peu d'argent pour aller boucher des trous qui vont faire que l'économie ne va pas s'effondrer. Donc on va avoir supprimé entre guillemets supprimer la corruption, et puis on va aller taper dans les réserves, dans les liquidités pour aller boucher des trous urgents, dans l'excédent, pour aller boucher des trous urgents, tout en restructurant en profondeur. Je crois que le message il est clair. Il ne s'agit pas de relancer le vieux modèle en dévaluant la monnaie, en stimulant les exportations, non, pas du tout. Il s'agit de monter en gamme dans les produits. La Chine a déjà compris ça depuis longtemps. Les dépenses de recherche et développement sont plus élevées en Chine en pourcentage du produit intérieur brut qu'en Angleterre. Donc elle est active. Les idées viennent, les produits montent en gamme, et donc la Chine s'en sortira comme ça. Mais on est dans un ralentissement qui est durable, c'est normal. Sébastien, cette macro, alors vous allez me rétorquer que vous avez le nez dans le guidon, dans les valeurs, etc. Malgré tout, on ne peut pas passer outre ces grandes banques centrales, et certains nous disent, de toute façon, les gérants, ils gèrent en nous enfumant avec des histoires de microéconomie, de macroéconomie. En fait, c'est les banques centrales qui drivent le tout.
Alors ça, c'est peut-être la big picture. Heureusement, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai fait un tour d'Europe ces 3 dernières semaines. J'étais en Allemagne, j'étais en Belgique, j'étais en Angleterre où j'ai vu une société anglaise, une société italienne. L'avantage de la microéconomie, alors il ne faut pas forcément à tout prix faire confiance au discours des patrons qui vont toujours dire que leur société est la meilleure. En revanche, l'avantage de la micro, c'est qu'on a en général des résultats qui sont avant ceux de la macro. Et puis la macro, ça prend aussi en compte finalement des éléments qui concernent aussi beaucoup de valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, des sociétés privées. Donc il faut savoir faire le distinguo. Moi, ce que je vois aujourd'hui, chefs d'entreprise, c'est que finalement, ils ont du financement. En Europe, ils ont le moral. En Europe, ils ont le moral. On le voit d'ailleurs sur certains chiffres macro, en quelque sorte, que je regarde de loin, mais je crois que le consommateur en France, en Italie surtout, en Espagne, sur pas mal de zones, est quand même très optimiste. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Le triptyque gagnant qu'on a sans doute à un moment donné surjoué, il reste présent, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, il y a quand même aussi cette confiance. En fait, je pense qu'à l'intérieur des indices, aujourd'hui, il y a des vrais écarts selon des thématiques que les investisseurs ou les hedge funds, les ordinateurs vont jouer à certains moments. Et puis vraiment des choses de fond où, même si vous êtes exposé par exemple en Chine, si je prends l'exemple des valeurs automobiles qui ont subi Volkswagen, mais bien avant finalement une forte défiance sur les valeurs, sur l'économie chinoise, là aussi il faut savoir faire le tri. C'est pas du jour au lendemain les Chinois vont arrêter d'acheter des voitures. Et puis vous pouvez avoir des sociétés avec des avantages compétitifs comme Plasticomium. Aujourd'hui, il y a toujours 30% des réservoirs qui sont encore en acier. C'est surtout dans les pays émergents où il y a encore justement cette exposition à l'acier. On sait que les réservoirs plastiques, c'est intéressant. Donc on aura une croissance de ces sociétés qui sera meilleure que ce que l'économie chinoise nous dit. Quand vous avez un distributeur qui s'appelle Inchcape en Angleterre qui distribue plusieurs marques automobiles dans le monde, notamment Toyota pour à peu près 35-40% de son chiffre d'affaires. Alors il a beaucoup baissé parce que c'est la thématique émergente pour beaucoup, sauf quand vous y intéressez, il y a une exposition à Hong Kong qui est un marché relativement petit, fermé, où il y a justement des incentives du gouvernement pour avoir des voitures qui ne polluent pas. Cette société va profiter justement de ça, où il va y avoir une obligation de renouveler le parc automobile. Et encore pire à Singapour, où c'est un marché totalement fermé, avec justement vous faites l'acquisition en fait de votre vignette automobile en quelque sorte pour les 10 prochaines années, et en fait on rentre dans ce nouveau cycle. Donc il faut savoir justement faire le stock picking. Je regarde la macro, mais plus en termes d'analyse du risque, justement dans mes valorisations. Je pense qu'on l'a vu la semaine dernière avec le rebond justement de tout ce qui était thématique entre guillemets matières premières. Quand on arrivait sur un ArcelorMittal qui se payait moins de 0,5 fois les capitaux employés, c'était devenu ridicule en quelque sorte. Donc la valorisation à partir justement de cette analyse du risque est une protection et une opportunité à moyen long terme. Toutes ces valorisations, toutes ces échelles de mesure, elles sont tout de même, Michel Juvet, perturbées par l'excès de liquidité qui reste présent et qui, si on en croit en tout cas la BCE, va rester présent. Alors, bon, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, à la fin, ce qui compte, c'est effectivement l'entreprise, c'est elle qui va dégager des bénéfices et c'est la seule chose qui compte dans l'investissement. Ceci dit, il y a un panorama quand même autour qui s'appelle macro. Dans le cas particulier, on a vécu depuis 2008 une accumulation de réserves monétaires par les banques centrales qui est colossale. C'est plus de 8 trillions pour les pays occidentaux, c'est près de 3 dans les pays émergents. Et cet argent était allé s'investir quelque part, et en particulier dans les obligations du Trésor américain. Alors on sait très bien, et c'est pour ça qu'il y a de la volatilité dans les marchés aujourd'hui. On sait que ces banques centrales sont en train de changer de mode. Dans les pays occidentaux, c'est l'Amérique, la Suisse à sa petite mesure. Et dans les pays émergents, c'est comme la nouveauté, c'est la Chine qui est en train de réduire ses actifs. Ce sont les pays du Golfe aussi qui vont devoir réduire leurs actifs financiers parce qu'ils n'ont plus de revenus à obtenir pour financer leur budget. Et donc la conséquence, c'est que cette liquidité va se ressortir des marchés. En tout cas, on n'a plus cette belle accumulation qu'on a vécue depuis 8 ans. Et ça perturbe le jeu. Il y a des entrées et des sorties de liquidités dans des cycles qui sont divergents, puisque la croissance n'est pas la même dans les pays émergents que dans celle dans les pays occidentaux. Au sein des pays émergents, il n'y a pas la même croissance en Amérique latine qu'en Turquie ou qu'en Inde. Et donc ça perturbe et ça crée cette volatilité, il n'y a pas de doute. Et je pense que ça, on doit vraiment comprendre. On est un changement clé dans le mouvement des marchés suite à ce changement de liquidité. Oui, mais aujourd'hui, les marchés actions, vu la pompe de la BCE, de la Banque du Japon, etc., reste par défaut le seul actif
Alors oui, d'abord qui existe et puis qui permet peut-être d'apporter un peu de rendement, un peu de performance. Alors, je réponds d'un niveau global. C'est cette liquidité qui est en train de quand même de se tarir d'une certaine manière et qui a un impact sur la valorisation des marchés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Plus il y a la liquidité, plus les marchés deviennent chers. Plus elle diminue, plus ça deviendra bon marché. En revanche, il y a des zones différentes. L'Europe qui crée toujours de la liquidité, qui va encore en créer l'année prochaine. Et ça, ça attire des gens comme monsieur qui ont envie d'acheter des entreprises et qui savent qu'elles sont bon marché. Il y a un potentiel de hausse de profit et qui en plus ont un potentiel de soutien par la liquidité. En revanche, les États-Unis, c'est un peu l'inverse. On a des marchés qui sont plutôt chers, un potentiel de croissance des bénéfices qui est petit, puis en plus, il y a une liquidité qui va diminuer. Donc c'est pour ça qu'il faut être agile dans ces pays, dans ces marchés. Bon. On peut plus jouer le monde global dans son ensemble et fermer les yeux. Michel Juvet pour Bordier, Sébastien Lemonnier pour Mansartis vont nous accompagner pendant une demi-heure encore au contact de cette fin de séance sur le marché parisien. Et on va donc vivre la cloche parisienne, décortiquer ce qui s'est passé aujourd'hui sur le marché. On rejoint directement Daily FX avec Sylvain Loganadin. Rebonjour Sylvain. Rebonjour Cédric. Alors ce marché, pour le moment, on devrait tout de même échouer à la porte d'une 7e séance consécutive de progression. Effectivement, alors juste avant la publication des résultats d'entreprise, le CAC 40 bute sur la résistance à 4735 points. Je pense qu'un retour sur les 4635 points est possible dans la semaine, Cédric. Qu'est-ce qui pourrait sous-tendre finalement ce rebond ? Écoutez, je pense que tout simplement, après 5 séances consécutives de hausse, les opérateurs de marché vont prendre éventuellement des bénéfices. Si l'indicateur ZOO allemand et de la zone euro demain est tout simplement, je dirais, négatif, cela pourrait entraîner des réactions de prise de bénéfices sur le marché actions européen et notamment sur l'indice parisien qui est le CAC 40. Voilà pour les considérations parisiennes. On quitte Daily FX un instant, direction le Nasdaq et Sabrina Coelhodzi. Sabrina, qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté de New York ? C'était assez hésitant. Est-ce que c'est toujours le cas pour le moment ? C'est toujours le cas, mais on est pour le moment sur une petite progression sur les 3 indices. Plus 0,2% sur le Dow Jones, 17 123 points. Le S&P 500 grimpe de 0,1%. Quant au Nasdaq, on est sur un gain de 0,2% dans des volumes qui restent assez faibles. On verra ce que cela donnera d'ici la clôture. On parle beaucoup, bien sûr, du chapitre fusion-acquisition avec le secteur des bières, mais de la bière, mais également, bien sûr, ce gros deal dans le secteur tech. Dell qui met la main sur AMC, une opération à 67 milliards de dollars. Le titre AMC plus 0,9%. Merci beaucoup Sabrina Coelhodzi. Sabrina qu'on retrouve bien évidemment au Nasdaq tout à l'heure pour suivre les toutes dernières minutes d'Intégral Bourse. Et puis on poursuit bien sûr le regard que l'on porte sur cette séance avec nos invités en plateau et Sylvain bien sûr en duplex depuis Daily FX, Sébastien Lemonnier et Michel Juvet. Voilà, a priori moins 0,16. Sébastien, on souffle. On a consolidé tranquillement. On va voir ce qu'il en est vraiment dans le dernier coup de rein là d'ici 3-4 minutes. Mais enfin, a priori, on aura pris nos bénéfices. Une toute petite partie. Ouais, moi je regarde pas trop mes écrans et surtout en ce moment en quelque sorte. Moi j'attends avec impatience la publication des résultats. Moi j'ai un raisonnement qui est assez finalement simple. Aujourd'hui, ces dernières semaines, je trouve plus d'idées qu'il y a quelques mois. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les valorisations sont pas excessives en Europe et à l'inverse, je trouve quand même toujours des excès. C'est vrai que dans mon fond, mon stock picking fait qu'aujourd'hui j'ai un biais notamment dans la construction. Si je parle d'une publication que j'ai aujourd'hui sur une société anglaise qui s'appelle Carillon, qui fait à la fois de la construction et dans le terme anglais du support services, donc c'est de la facility management sur des prisons, sur des hôpitaux, etc. La publication a été bien reçue avec en effet des dépenses en Angleterre qui sont assez positives. Mais pourquoi le titre a pris 7-8% ce matin ? C'est tout simplement parce que le PE est inférieur à 9, on a un rendement qui est aux alentours de 6% sur le dividende et on a un free cash flow yield de 7%. Donc moi j'essaye justement de trouver des idées où fondamentalement c'est solide, où la valorisation est déjà assez déprimée en quelque sorte, puisque s'il y a des mauvaises nouvelles de Yellen, de la Chine ou je ne sais quoi, qui font un peu partie parfois des bruits quand ça devient un peu excessif, je suis protégé et puis j'ai cette potentiel de jolies surprises sur lequel j'ai envie de m'exposer justement pour mes clients. Michel, c'est assez logique après une belle ascension qu'on n'avait pas vue depuis
depuis finalement le soulagement de la Grèce, je pense. C'est assez logique de voir le marché respirer un petit peu, consolider et puis laisser passer comme ça une séance, même si on interrompt une jolie série statistique. Écoutez, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'annoncer que c'est logique et que c'est normal de consolider. Au fond, personne n'en sait rien, mais c'est vrai que comme votre collaborateur... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Si on prend les vieux, pourquoi faire une pause après 6 jours, pourquoi faire une pause après 8 jours ou 3 jours, franchement, c'est pas très important. C'est d'autant plus qu'aux États-Unis, c'est un faux jour de trading aujourd'hui, puisque c'est une espèce de demi-journée, donc ça donne pas beaucoup d'indications. Columbus Day, donc c'est férié, mais coté. Donc l'important, et je rejoins aussi monsieur, ce qui est intéressant quand il dit je retrouve des idées, ben oui, il y a eu une action des prix qui a été vers le bas, et donc ça doit stimuler l'imagination et de se dire mais quelque chose à faire. Et pour moi, c'est la chose la plus intéressante aujourd'hui. Alors oui, l'Europe a de l'action, c'est intéressant, mais la grande question que tout le monde doit se poser, et c'est pas facile d'avoir la réponse si on pense portefeuille global, c'est ces marchés émergents, parce que là il y a eu une vraie crise, il y a eu une vraie action sur les prix, et si on a un cerveau normalement fait, on peut avoir de l'imagination sur ces marchés aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à faire. Eh bien, on va tourner donc la page de cette première séance de la semaine qui normalement devrait donc interrompre cette série de 6 séances consécutives passées en territoire positif, puisque si on jette un œil sur notre indice CAC 40, il va terminer juste à la porte des 4700 points. L'indice termine ce soir donc pour cette première séance de la semaine sur une baisse de 0,16%, 4694 points. Du côté des valeurs, il y a encore de l'auto qui fonctionne bien. On a du Renault plus 2,8%, on a de l'EDF plus 1,54%, on a du Sanofi plus 1,34%. Au total, on a 5-6 valeurs qui gagnent plus d'1%. Et puis du côté des baisses, il y a quelques retraits assez marqués. C'est le cas sur Technip, moins 5,4%. C'est le cas sur Safran, moins 5,07%. Et puis ArcelorMittal, moins 3,31%. Il y a là-dedans des valeurs qui avaient bien progressé ces derniers jours. Donc là, on a de la vraie consolidation. Le CAC, donc, moins 0,27, 4688 points pour la clôture définitive. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On poursuit bien évidemment en plateau avec Sébastien Lemonnier et Michel Juvet. Comment est-ce que on se positionne lorsque on gère, quand on regarde vivre ces marchés, lorsqu'on analyse finalement le fonctionnement, quand on voit se profiler les résultats d'entreprise? C'est vrai que on a l'impression, et Sébastien nous le disait en tout début de ce club de la bourse, voilà, les marchés, ils vont pouvoir se reconnecter à la réalité du travail des entreprises, des business models, du travail des managements. Absolument, c'est quand même la base du métier. Enfin, dans l'allocation d'actifs, il y a un choix entre quelle classe d'actifs on a envie d'avoir. Aujourd'hui, du côté des obligations, il y a personne qui a vraiment envie de mettre son argent dans ces obligations. Ça mène pas de rendement, les taux sont très bas. Il y a un risque de hausse de taux aux États-Unis, donc voilà, il en faut un peu dans un portefeuille pour faire un petit peu d'équilibre, mais autrement, il faut aller dans les actions. Et quand il y a des opportunités, quand les marchés baissent, ça fait plaisir justement. Hein. Mais la grande question après, c'est la sélection de quel marché, de quelle action, et c'est là où ça devient un tout petit peu plus complexe. Mais d'un autre côté, on est surpris aussi la baisse des marchés qu'on a eu cet été. Personne ne s'attendait à ce qu'elle vienne à ce moment-là. Mais comme vous disiez tout à l'heure, probablement que les marchés étaient mûrs pour une correction, et puis il suffit d'un événement et les marchés corrigent. Mais ce qui est important, c'est à la fin, est-ce qu'il y a de l'activité des entreprises derrière. Hein. Sylvain Loganandin, chez DailyFX, vous allez regarder aussi ces résultats d'entreprise, histoire de les décortiquer, ou bien les courbes vont finalement dominer, l'aspect technique du marché est trop important aujourd'hui pour aller décortiquer vraiment résultat par résultat? Alors nous allons, Cédric, bien évidemment regarder la saison de publication des résultats d'entreprise. Je pense que, comme tous les opérateurs de marché, nous accordons énormément d'importance à ceci. Je pense que, tout simplement, si les résultats sont globalement positifs, nous pourrions avoir une cassure technique des 4734 points et avoir du coup une 8e, voire une 9e séance de hausse après cette séance où nous terminons finalement à moins 0,2, moins 0,3%. Mais globalement, c'est vraiment la publication des résultats d'entreprise qui dominera dans les jours à venir. Quelles sont les thématiques que vous allez peut-être plus spécifiquement surveiller, Sylvain ? Moi, cette semaine, je surveillerai, alors ce n'est pas forcément pour le CAC 40, mais énormément, je dirais, le beige book, d'accord, le livre beige de la Fed qui drivera les marchés actions américains et donc répercutera, je pense aussi, aura une incidence en tout cas sur les marchés actions européens.
Le Beige Book, donc, dans l'agenda de Daily FX. Merci beaucoup, Sylvain. Bonne fin de séance sur les marchés pour boucler un petit peu ce lundi. On reste en plateau avec Sébastien Lemonnier pour Mansartis et Michel Juvet pour Bordier. Michel, ce Beige Book, il est intéressant ou est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on a déjà lu, déjà vu et... Il est souvent plus intéressant que ce qu'on croit, parce qu'effectivement, dans les résumés des décisions qui sont prises par la Banque centrale américaine, généralement, de nouveau, les marchés s'intéressent aux quelques mots qui ont été prononcés en dernière minute et qui donnent une orientation. Mais le Beige Book fait un tour d'horizon en profondeur de la situation de l'économie américaine. Et c'est le document de travail, entre guillemets, officiel du prochain FOMC. Absolument, et qui permet d'avoir un panorama complet. Ceci dit, on a encore eu ce week-end un des membres de la Fed qui a dit... Voilà, il faut regarder la macro à long terme, puis il faut aussi savoir réagir avec les événements du moment. Dans sa tête, il signifiait, mais en fait, les choses vont beaucoup mieux, donc on devrait peut-être monter les taux d'intérêt. Donc on a une banque centrale américaine qui regarde large et qui se dit, mais il y a quand même, dans le court terme, des éléments qui se passent et je dois aussi en tenir compte. Donc le Beige Book, c'est important, mais c'est pas forcément l'élément qui va faire monter ou baisser les marchés non plus, on est bien d'accord. Est-ce que les opérations financières que l'on voit se multiplier, on a encore l'exemple avec Dell aujourd'hui, Sébastien, sont un catalyseur de marché sur lequel on peut s'appuyer, ou bien ça se fait un peu au cas par cas. Il y a eu des vagues. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, de voir une opération géante comme Dell, ça vous inspire un commentaire? Je pense que c'est un soutien déjà. Ça montre une chose, c'est que les sociétés ont des bilans solides, ce qui n'était pas forcément le cas dans les cracks justement, puisqu'historiquement un crack vient toujours d'une bulle financière, d'une bulle d'endettement. Donc aujourd'hui sur les corporates, c'est différent au niveau des États, mais en tout cas sur les entreprises on ne l'a pas. Donc ça c'est plutôt rassurant. On voit finalement assez peu de private equity, parce que souvent quand on commence à avoir beaucoup de fusions, acquisitions avec des fonds de private equity qui bident à des multiples qui peuvent être élevés, ça peut être justement source de préoccupation. Aujourd'hui, la plupart des deals qu'on voit, et finalement depuis 12-18 mois, c'est des deals qui sont industriels, qui ont souvent du sens en termes de complémentarité géographique ou complémentarité produit. Après, chaque deal comporte aussi ses risques. Il faut pouvoir implémenter l'intégration de la société qu'on va acheter. Mais pour moi, c'est en tout cas un élément de soutien. Et ça, c'est la traduction de ce que moi je regarde structurellement et peut-être encore plus aujourd'hui, comme il y a quelques semaines quand on était sur des niveaux un peu stress de marché où on entendait dans les gros titres c'est la panique, c'est la crise, le crack est de retour, le rendement des free cash flows, parce que finalement c'est la valeur de la société, sa capacité à dégager du cash de son activité. Et quand on a sur pas mal de valeurs, ou moi en tout cas que je détiens en portefeuille, des rendements de free cash flow yield, donc de flux de trésorerie aux alentours de 6, 7 voire 8%, ça montre que justement ces sociétés sont saines, sont aujourd'hui très génératrices de cash. Si demain en plus il y a un peu plus de volume, ce qui je pense va être le cas en Europe, ça va être encore un peu plus fort. Et après c'est la discipline du management à bien allouer le capital. Et ça c'est le travail du stock picker, de ne pas regarder que ce que le marché va souvent appeler une opération relutive, mais plutôt une opération créatrice de valeur. Michel, le regard qu'on peut porter sur ces grands rapprochements. Et puis là, c'est encore un Américain, mais on avait ces derniers temps l'habitude de voir les Américains sortir finalement de leur précaré. Aujourd'hui, là, on est vraiment dans la tech, enfin dans l'informatique et aux États-Unis. Bon, il y a deux éléments. Il y a d'abord, oui, ça se passe aux États-Unis parce que c'est les États-Unis qui a une croissance qui est là quand même depuis un certain temps, et puis on peut envisager un avenir avec une certaine confiance. On va pas faire un rapprochement d'entreprise si on pense que demain il y a une récession qui se dessine. Donc ça, c'est normal que ça se passe aux États-Unis dans ces secteurs clés. Il y a pas de doute. Maintenant, sur le degré d'activité de ces rapprochements, de nouveau, faut distinguer entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, on commence à avoir beaucoup d'opérations en cours et c'est normal parce que le coût du capital est bon marché, le coût des fonds étrangers est aussi bon marché. Donc voilà, on s'enthousiasme. J'ai l'impression qu'on a un peu peut-être trop d'enthousiasme aux États-Unis. En revanche, en Europe, on est très loin derrière dans le processus de fusion-acquisition. Et si on compare les volumes générés dans ces domaines-là aux États-Unis, on n'est quand même pas très loin des sommets de marché historiques. Donc ça monte bien, mais le marché il est monté, donc les gens ils ont envie de participer. Maintenant, quand il y a des rapprochements d'entreprises, au sens large, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont raison. Bien sûr qu'il y a des managers qui connaissent leur entreprise, mais ils peuvent aussi déraper. Et quand ils confondent tous la même chose en même temps, c'est que pour moi, il y a une erreur d'évaluation des risques et des potentiels. Mais en Europe, il n'y a pas du tout cet élément-là. Alors, je pense qu'on peut effectivement dire que sur l'Europe, il y a encore un énorme potentiel de fusion-acquisition et donc de soutien au marché. Comment on le travaille, ce potentiel de fusion-acquisition?
on regarde, on essaie d'identifier des cibles, on préfère jouer les chasseurs. C'est toujours un petit peu la question qu'on se pose quand on commence à parler M&A, comme on dit. Alors moi, je le vois comme la cerise sur le gâteau. D'accord. Et tout simplement parce que j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas qui va racheter quoi demain. Il y a toujours des enjeux parfois qui sont irrationnels, puisque les managements peuvent aussi se tromper parfois. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, parce que si vous avez la combinaison d'une société qui fondamentalement est solide, a quelque chose en plus que les autres n'ont pas, et à un moment donné, parce que le monsieur marché, ou en tout cas un thème de marché, ou un risque macroéconomique sécessif, fait que la valorisation est attractive, c'est peut-être du bon sens qu'un autre industriel, ou parfois un fonds d'investissement ait envie d'acheter cette société. Donc c'est comme ça, en tout cas, que moi j'essaye de l'avoir. Et puis, sans le faire exprès, en quelque sorte, ça a tendance à fonctionner. J'ai eu 3 opérations depuis le début de l'année. Il y a quelques rumeurs depuis vendredi sur un titre que j'ai en portefeuille. C'est finalement la conséquence logique, mais je pense que plutôt que de vouloir tout savoir à tout prix, d'avoir des principes de gestion, une discipline juste simple et de bon sens, c'est souvent ce qui fonctionne le plus, surtout quand l'environnement est aussi complexe qu'aujourd'hui. Donc en l'absence de boule de cristal, on fait d'abord du stock picking, on analyse d'abord les entreprises, et puis si dans le tas on en a une qui en plus fait l'objet d'une FUSAC, ce sera juste du bonus. C'est du bon sens. Je pense qu'un dirigeant d'entreprise, il fait aussi ses courses en termes de fusion-acquisition, un peu avec cette approche-là. En général, les opérations qui fonctionnent bien, c'est une société que l'entreprise connaissait bien, soit en tant que dans une intégration verticale, éventuellement en tant que fournisseur, en tant que concurrent parfois, sur une zone géographique sur laquelle ils ont pu travailler. Et puis justement, l'idée c'est de l'acheter à un bon moment du cycle, en prenant en compte aussi une valorisation qui normalise du cycle pour éviter de l'acheter en toute haut en termes de pic de profit. Allez, on marque une petite pause dans ce club de la bourse et ensuite on poursuit bien évidemment au contact de ces marchés financiers. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Michel Juvet pour Bordier et compagnie et Sébastien Lemonnier pour Mansartis nous accompagnent. Les émergents, on se touchait 2 mots là-dessus pendant la pause. C'est vrai que en bourse aujourd'hui, on a eu l'impression que on avait brûlé un petit peu tout ce qu'on avait aimé, et puis que là on est en train d'y revenir. Est-ce que dans les pays c'est pareil? Est-ce que dans les zones c'est pareil? On a sacrifié les émergents. Est-ce qu'il faut y revenir maintenant? Bon, je pense que ça fait quand même maintenant longtemps que ces marchés émergents baissent pour de bonnes raisons. D'abord, c'est que c'est vrai que leur croissance elle a été en diminuant, affectée par le ralentissement chinois, affectée par d'autres éléments locaux ou peu importe, mais c'est vrai qu'il y avait des raisons de faire baisser ces marchés. Aujourd'hui, de manière générale, ces marchés émergents, et l'Asie en particulier, se traitent sur des niveaux de valorisation qu'on n'a plus vus, à part 2008-2009, depuis probablement les années 90. Donc c'est un signe important qui dit voilà, les choses deviennent intéressantes, deviennent bon marché pour l'ensemble des pays émergents, en particulier sur la zone asiatique. Et donc on les prend comme une classe d'actifs unique? Alors non. Je pense que cette thématique de dire j'achète tous les marchés émergents, c'est terminé parce qu'on sent bien qu'il y a des modèles de développement qui sont en train de d'évoluer et différents. Si vous prenez la Russie, c'est pas vraiment un modèle diversifié. Donc, soit vous dites le prix du pétrole remonte, puis j'achète le marché russe, puis ça fonctionne vraiment avec la macro essentiellement. Ou alors vous allez sur les marchés asiatiques, puis là, il y a différentes thématiques plus intéressantes qui sont la reprise d'une consommation domestique. Et je crois que là est le moteur intéressant dans ces pays émergents, c'est qu'ils sont aussi en train de se transformer pour que la consommation prenne un relais de croissance sur leurs exportations. Ils sont en train de se rendre compte qu'il faut trouver autre chose. Donc, les pays asiatiques sont probablement les mieux placés de ce point de vue-là. Mais ça va dépendre quand même de 2 choses importantes. C'est la stabilisation du prix des matières premières et donc la stabilisation de la Chine. Pour moi, ça me paraît quand même possible. Ce qui est en train de se passer en Chine va aboutir à une stabilisation et les matières premières ont déjà énormément baissé et on a anticipé beaucoup de mauvaises nouvelles là-dedans. Donc il va falloir faire un petit peu comme Sébastien va nous le proposer sur les valeurs, mais pas du stock mais du country picking. Il va falloir aller regarder les balances de tel et tel pays, voir s'il y a de la matière première, s'il y a... Absolument. Prenez par exemple l'Inde. C'est un pays qui n'a pas du tout ressenti de ralentissement économique. Pour une raison simple, c'est qu'il ne dépend pas du marché chinois, il dépend relativement peu du marché mondial. En revanche, il dépend énormément de sa consommation domestique qui fonctionne bien. Donc et c'est pour ça que cette bourse a mieux résisté que d'autres. En revanche, si vous prenez des marchés comme le marché russe, évidemment, il a énormément souffert sur la monnaie et sur le prix de la matière première qui est le pétrole. Donc oui, il faut prendre son compas et chercher les pays qui ont une certaine compétence à monter en gamme dans la valeur ajoutée puis qui ne sont pas totalement dépendants des matières premières. C'est quelque chose qu'on peut traduire, Sébastien, en termes de placement. Chez Mansartis, vous regardez un petit peu justement ces émergents et cette thématique de country picking à l'intérieur avant même d'aller regarder les boîtes? Alors tout à fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne
pas être d'accord justement avec Monsieur Marché. Et nous, on a donc Mansartis, c'est une société de gestion indépendante française, mais avec une expertise internationale et notamment un fonds Asie qui peut investir en Chine, qui peut investir en Inde. C'est un fonds qui a très bien performé, qui a eu plutôt tendance à avoir une surpondération sur les valeurs indiennes depuis le début de l'année, qui était aussi relativement prudent avec une poche de cash assez importante. Donc au-delà de son parcours déjà depuis 3 ans qui avait été très bon, finalement c'est un fonds qui a très bien performé. Et puis comme on est contrariant et qu'on sait que parfois il y a des excès, puisqu'en effet on est tout à fait d'accord, et même moi à travers les sociétés européennes, je vois qu'il y a des excès, parce que dans émergent aujourd'hui on met tout, et le cas de la Chine ou de l'Inde est bien différent de celui du Brésil. Je pense que ce dont on oublie aussi, c'est quand le pétrole baisse beaucoup, c'est finalement une bonne nouvelle pour le consommateur indien comme pour le consommateur européen en quelque sorte, et c'est une très mauvaise nouvelle sur le Brésil. Donc il faut être sélectif, et c'est vrai que nous petit à petit, vu les valorisations justement sur le marché chinois, le gérant en tout cas du fonds Mansartis Asie est en train de réallouer une partie du cash qu'il avait sur des large caps sur le marché à Hong Kong, et donc on a des opportunités. Il y a des excès de marché, moi je vous avais déjà parlé de Swatch. Swatch il n'y a pas très longtemps, tout le monde avait très peur le luxe dans les pays émergents. Donc vous joueriez les émergents via Swatch? Alors non, je joue pas. J'investis de façon très sélective. Et de façon très sélective, parce que justement, il y a toujours ces grandes images, ou même quand Apple a sorti l'iWatch, ça y est, on a dit, il y aura plus du tout de montres à aiguille, le Made in Suisse est terminé, on va retourner à la crise des années 80. Non. Tout simplement non, parce que à l'intérieur d'un groupe comme Swatch, vous avez plein de marques qui sont plus ou moins fortes avec des positionnements qui peuvent être différents. Et je pense par exemple à l'intérieur du groupe Swatch, des marques comme Longines ou Rado qui justement souffraient d'un positionnement un peu moyen de gamme, je pense vont avoir une vraie opportunité dans les pays émergents comme la Chine, où justement cette classe moyenne va pouvoir s'accorder justement une montre qui reste un cadeau important, par exemple si vous vous mariez ou ce genre de choses. Puis il y a une valeur résiduelle, donc il faut être sélectif. Et puis je sais pas, qu'on habite sur Paris, on voit, je crois que c'était la Fashion Week la semaine dernière, les consommateurs sont essentiellement asiatiques et essentiellement chinois. Donc il y a une force de consommation. Il faut justement être par contre très sélectif dans ses choix. Donc Swatch, éventuellement, regardez pour le groupe, on l'a bien compris, d'autres idées de valeur pour jouer peut-être ces émergents ou d'autres thèmes qui sont peut-être plus près de chez nous? Je pense une valeur comme Diar, c'est une valeur chez Mansartis qu'on a accumulée depuis l'été finalement dans la plupart de nos mandats ou dans le fonds Mansartis Europe que je gère. Tout simplement, Diar, c'est un modèle qui déjà profite de ce qui est en train de se passer en Espagne où les choses vont clairement mieux. C'est un modèle gagnant en termes de profil low cost et très très bien géré. C'est une société qui a les reins solides, qui est capable de consolider le marché espagnol qui est encore très fragmenté. Donc ça lui permet de gagner de part de marché, mais surtout d'améliorer la marge structurellement. Et puis oui, il souffre au Brésil comme d'autres acteurs, mais l'avantage qu'il a, c'est comme il a les reins solides, il peut investir à contre-courant du marché brésilien. Et puis vu l'expérience qu'il a pu connaître en termes de management sur la difficulté et la force de la crise en Espagne, on pense justement qu'il va être capable de profiter de la crise finalement que beaucoup d'acteurs sont en train de vivre au Brésil, risque d'être gagnant. Et puis après, tout est aussi question de valorisation. Je pense qu'à un moment donné, on a tellement lâché le titre justement pour cette problématique brésilienne qu'on a considéré que le groupe était trop brésilien et peut-être pas assez espagnol. Et donc, on est assez à l'aise sur cette position. Un dernier mot rapide, Michel, pour terminer. Malgré tout, en cette fin d'année, vous restez confiant sur les marchés actions avec tout ce qu'on s'est dit là depuis une heure au cours de ce club de la bourse? Oui, parce que on en revient à ma base qui est la macro, et je constate que oui, ça ralentit, mais on va pas vers une récession mondiale. Ça, c'est évident. Enfin, ça paraît évident aujourd'hui. Oui, on a des instruments de politique monétaire qui vont permettre d'adoucir certains éléments, que ce soit en Chine, en Europe, et donc remettre de la liquidité dans le système dans ces endroits-là. Et puis les valorisations sont intéressantes. Donc si on se prospecte sur les 12 prochains mois, oui, ça fait du sens. Eh bien voilà les explications et l'expertise proposée dans ce club de la bourse par Michel Juvet. Merci beaucoup. Merci. Michel Bordier et compagnie. Et puis Sébastien Lemonnier, gérant chez Mansartis. Merci beaucoup. Merci. Sébastien. Et nous, on va tourner une toute petite virgule et puis on prend la direction de New York pour voir un petit peu où on en est pour les 2 dernières minutes d'Intégral Bourse. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Avec Sabrina Quailozzi. Sabrina, où en est-on du côté de New York? Écoutez, on est toujours en hausse sur les 3 indices américains, plus 0,3%, pratiquement sur les plus hauts niveaux de la séance. 17 132 points pour le Dow Jones. Pour le moment, le S&P 500 grimpe d'un petit 0,1%, 2017 points. Quant au Nasdaq, c'est une hausse de 0,3% pour l'indice, 4 842 points. Des marchés qui attendent bien sûr les résultats cette semaine, notamment dans le secteur bancaire, avec de grands noms qui publient leur trimestriel. JP Morgan,
Morgan à surveiller, ce sera demain soir après bourse. Bank of America, Wells Fargo publient leur trimestriel mercredi. Jeudi, ce sera au tour de Citigroup et de Goldman Sachs. En attendant, les titres sont plutôt mitigés. On garde un œil aussi, bien sûr, sur le secteur pétrolier. On a pas mal bougé. Aujourd'hui, c'est la pression sur les titres. Chevron, moins 1,5%. Exxon, de son côté, recule de 0,2%. On a bien sûr aussi, du côté des entreprises, le chapitre fusion-acquisition qui est sur le devant de la scène. On parle bien sûr de bière, mais aussi et surtout de cette opération dans le secteur tech, la plus grosse opération jamais réalisée. Dell qui met la main sur le spécialiste de stockage de données, EMC. Le titre est en hausse de 1%. Une opération à 67 milliards de dollars. On en avait parlé déjà la semaine passée. Des rumeurs qui circulaient. Officialisation donc aujourd'hui. On garde un œil aussi sur VMware. Vous savez que ANC détient une participation dans VMware. Le titre est en baisse de pratiquement 11%. Et puis hors fusion-acquisition, c'est Twitter aussi sur le devant de la scène de nouveau. Après l'officialisation de Jack Dorsey la semaine prochaine à la tête du groupe, on a une annonce en tout cas on attend une annonce concernant d'éventuels licenciements. Twitter, c'est aujourd'hui un petit peu plus de 4000 employés. Le titre qui est depuis ce matin sous pression. On est sur les plus bas niveaux de la séance, moins 7% pratiquement pour Twitter. $28,68 pour le titre donc pour le moment dans ce marché donc haussier avec des volumes qui restent quand même peu étoffés. Le Dow Jones plus 0,2%. Merci beaucoup Sabrina Coelozzi donc depuis New York. Séance donc de baisse à Paris. On vous rappelle la clôture 0,27% de repli pour le CAC 4688 points. On a donc mis fin à une série de 6 séances consécutives de progression à Paris. Retour des marchés demain dès 10h. Intégral placement. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Edwige Chevrillon pour le RH. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.